la Russie a fait cette résolution et l'ensemble des pays occidentaux, dont la France, qui se part pourtant à longueur de temps de politiques soi-disant antiracistes, etc., a voté contre, prétextant qu'il y avait là un enjeu géopolitique majeur. Donc il y aurait ceux qui seraient bien placés pour lutter contre le nazisme, c'est-à-dire les anciens nazis, quoi, et puis ceux qui seraient mal placés pour parler de la glorification du nazisme, pour condamner la glorification du nazisme, et qui seraient en fait ceux qui l'ont mis à mal, en réalité. Donc l'écueil occidental est de croire que le monde c'est nous, alors qu'en réalité nous représentons une toute petite minorité, et que finalement le monde multipolaire est en train de revenir, et ça c'est très souhaitable, non pas encore une fois pour prêter allégeance à quelque puissance que ce soit, mais parce que c'est l'opportunité de ne plus être les vassaux, si on conduisait des politiques correctes, de l'impérialisme américain, mais de pouvoir construire une voie de paix, une voie française. Nous profitons de cet entretien d'actualité pour revenir sur les actualités de l'IHT. Je crois, Loïc, que tu avais des nouvelles à annoncer. Alors, effectivement, plusieurs choses. Alors, d'abord, l'IHT continue de se structurer et donc nous accueillons deux nouveaux secrétaires, deux nouveaux cadres qui ont été nominés récemment en Seine-Maritime, donc en Normandie, et dans les Bouches-du-Rhône, à savoir Hugo et Mehdi, que nous saluons. Donc, tout ça pour dire que eh bien, ceux qui vivent effectivement dans ces régions, eh bien, vous pouvez vous renseigner sur le site. Je rappelle que dans l'onglet association, vous avez toutes les sections locales et puis vous pouvez désormais prendre contact avec l'un de vos secrétaires, puisque, je le rappelle, l'IHT a un maillage qui va sur l'ensemble du territoire, et donc vous pouvez trouver un certain nombre de sections locales qui sont de plus en plus nombreuses, et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont actuellement aussi des référents qui peuvent avoir vocation à devenir secrétaires, mais qui en tout cas ont pour objectif aujourd'hui eh bien, de structurer, de fédérer ces embryons de sections qui sont en train de naître. Donc si vous voulez vous y joindre, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et nous remercions évidemment tous nos cadres. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais revenir aujourd'hui rapidement, c'est l'essor de la chaîne YouTube, puisque ceux qui nous suivent ne le savent peut-être pas, mais il y a un peu plus d'un an maintenant de cela, la chaîne comptait un peu moins de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en compte 26 000. Donc, il y a eu un essor très conséquent de la chaîne cette année. Je remercie ceux qui nous suivent attentivement, ceux qui s'abonnent. Et d'ailleurs, comme vous êtes plus de 60% à visionner ces contenus sans être abonnés, je ne peux que vous inviter une nouvelle fois à vous abonner. Et à faire en sorte effectivement que cette chaîne continue à croître telle qu'elle l'a fait cette année, puisque cela nous donne effectivement les moyens eh bien, de diversifier nos contenus, d'élargir les activités que nous pouvons avoir à l'IHT, et puis de peser davantage encore dans le débat public. Troisième élément sur lequel je souhaitais revenir aussi aujourd'hui, c'est sur indirectement lié à l'IHT, mais plutôt lié à ma personne, c'est la publication, vous le savez, qui est en février dernier, de Marxisme et intersectionnalité, qui du coup a été vendue à plus de 700 exemplaires, peut-être qu'on atteindra les 1000 exemplaires d'ici la fin de l'année, et donc c'est un score un score en tout cas d'un nombre de ventes dont je me réjouis énormément, puisque peut-être que comme ça peut paraître peu, mais en réalité, pour ceux qui ne sont pas au fait sur ces questions-là, il faut savoir que pour ce genre de livre et de vendre plus de 500 ou 700 exemplaires est déjà très conséquent sur l'année de parution du livre. Donc là, finalement, en moins d'un an, il y a déjà eu plus de 700 exemplaires vendus. Donc je crois qu'on peut s'en réjouir et que là aussi, ça traduit une très bonne dynamique. Quand on sait notamment que des tas d'essayistes de plateau TV finalement peinent, malgré la totalité des médias qui sont à leur disposition, à vendre parfois ne serait-ce que 1000 essais, qui est le tirage classique désormais même chez Gallimard. Donc je pense que là encore ça dit quelque chose de la dynamique que nous sommes en train de prendre, et je m'en réjouis énormément. Enfin, dernière chose, je rappelle que ces contenus-là ne sont possibles que parce que certains d'entre vous souscrivent, font des dons, et que si ces gens-là n'existaient pas, en réalité aujourd'hui je ne pourrais pas être là en train de produire ces contenus que vous êtes en train de visionner. Donc je ne peux que vous solliciter et vous inviter d'abord à souscrire au cours dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire y compris aussi pour que vous y retrouviez là encore quelque chose, mais aussi à faire des dons, notamment sur le Tipeee qui malheureusement ces derniers temps est très en chute, et quand on cesse de rappeler l'importance des dons, eh bien très souvent il y a une courbe descendante que connaît le Tipeee, et ça je m'en attriste un petit peu. Donc n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à nous soutenir aussi à l'IHT de manière plus générale. Pour enchaîner sur l'entretien d'actualité,
Tu souhaitais revenir sur la résolution à l'ONU qui a été proposée par la Russie, qui visait à condamner les actions nazies, qui visait à condamner la glorification du nazisme. Et on a vu l'opposition des pays occidentaux, de la France et des États-Unis vis-à-vis de cette résolution. Donc qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, alors la semaine passée, effectivement, la Russie, appuyée d'ailleurs par Cuba, par le Venezuela, par le Pakistan, entre autres, a proposé une résolution qui n'est pas nouvelle. C'est pas la première fois que la Russie propose cette résolution. Une résolution qui visait à condamner la glorification du nazisme, notamment parce que cette glorification du nazisme, je vous renvoie ici à mes entretiens avec Bruno Guy. Qui a quand même un trait commun à tous les régimes qui se réclament, qui sont réclamés du communisme, c'est-à-dire qui construisent le socialisme en réalité, au quotidien, dans la difficulté, c'est l'insistance mise sur l'éducation. Mais aussi à un certain nombre d'informations sur ces questions-là, notamment aussi François Asselineau qui a pu depuis des années montrer cette glorification réelle qui existait au sein de l'Ukraine du nazisme. La Russie a fait cette résolution et l'ensemble des pays occidentaux, dont la France, qui se part pourtant à longueur de temps de politiques soi-disant antiracistes, etc., a voté contre, prétextant qu'il y avait là un enjeu géopolitique majeur. Le président russe s'en sert, il justifie son intervention militaire par sa volonté justement de dénazifier l'Ukraine, faisant des liens entre l'idéologie nazie et le pouvoir ukrainien. Or, encore une fois, l'UE, par certains aspects, n'a pas manqué en d'autres moments d'interdire les signes ostensibles du communisme, puisque je vous rappelle qu'une résolution de la Commission européenne, là, et non pas de l'ONU, a visé justement à interdire les signes qui rappelaient l'héritage communiste. J'ai parlé de cette manière de présenter le nazisme, le stalinisme exactement sur le même plan. Il y a aussi des gros oublis dans le texte. On l'a dit tout à l'heure, le pacte germano-soviétique comme cause immédiate de la Deuxième Guerre et le rôle de la France, de la Grande-Bretagne dans l'apaisement d'Hitler, le rôle de la crise des années 30 qui est totalement effacé. Ça n'existe pas, c'est les nazis et Staline qui se sont mis d'accord, c'est ça qui a provoqué la guerre. Là évidemment il y a un raccourci qui peut être un peu gênant quand on fait l'histoire ou quand on est attaché à un récit, le plus juste possible. Je crois... À l'occasion du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre, la Commission a publié une petite animation rappelant que l'Europe avant l'Union, c'était la guerre. Sur une ligne du temps, elle égrène les conflits majeurs qui ont ravagé le vieux continent, de la guerre de 30 ans à la Première, puis la Seconde Guerre mondiale. Et brutalement, les Français sursautent. La Révolution française figure parmi les fléaux cités. Donc c'est bien la période révolutionnaire qui est visée. Donc là-dessus, ils n'ont pas de problème. Quand il s'agit de faire d'amalgame sur ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Les parallèles hasardeux entre nazisme et communisme, ça, on y va bon train. Surtout, de dire qu'il y a un enjeu géopolitique n'enlève rien, encore une fois, à la réalité de la glorification du nazisme. Et d'autant plus que ces résolutions, c'est là que c'est intéressant aussi, au sein de l'ONU, ne s'inscrivent pas dans un cadre juridique. C'est-à-dire que quelque part, c'est simplement symbolique. D'accord ? Donc, rien que symboliquement, cette résolution aurait pu être votée. Et encore une fois, cette résolution, elle n'émane pas que de la Russie, mais elle est soutenue par un certain nombre de pays, et un certain nombre de pays qui voient clairement le nazisme renaître, ou en tout cas sous différentes formes aussi, dans certains pays, et une glorification du nazisme passé qui devrait pourtant tous nous inquiéter, et on nous rebat sans cesse les oreilles avec le nazisme dans notre scolarité, à la télé en boucle, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir une démarche, ne serait-ce que symbolique, forte, à l'échelle de l'ONU, et bien là on voit que finalement on se couche encore une fois parce que être contre le nazisme, c'est bien à la seule condition, encore une fois, d'être occidentaux. Sinon, quand c'est les Russes qui sont contre le nazisme, là ça va pas, c'est pour des raisons géopolitiques hasardeuses, etc. C'est-à-dire que finalement, quand vous êtes l'Allemagne anciennement nazie, être contre le nazisme, c'est bien. Par contre, quand vous êtes la Russie, qui est l'héritière de l'armée rouge, qui a libéré Berlin du nazisme, là, par contre, c'est forcément pour des manigances politiques, chose qu'évidemment l'Union européenne ne se permettrait jamais. Donc il y aurait ceux qui seraient bien placés pour lutter contre le nazisme, c'est-à-dire les anciens nazis, quoi, et puis ceux qui seraient mal placés pour parler de la glorification du nazisme, pour condamner la glorification du nazisme, et qui seraient en fait ceux qui l'ont mis à mal, en réalité. Donc finalement, au-delà de la contradiction, ça dénote aussi un certain parti pris idéologique, une énième fois, de la part de l'Union européenne, de la part de la classe dominante, qui n'est pas complètement anodin en réalité,
et qui laisse entrevoir qu'on peut avoir une certaine allégeance vis-à-vis de ces pratiques-là qui semblent ne pas poser de problème. Donc on est dans le double discours, en tout cas dans un discours qui n'est jamais raccord avec les actes qui peuvent être posés. Et ce que ça traduit au-delà de ça, on le voit bien, c'est une énième fois, là aussi on a beaucoup parlé aujourd'hui de la sphère plus idéologique, c'est qu'il y a une réalité multipolaire qui est en train de naître, y compris sur le plan idéologique. Cette semaine, je voyais passer par exemple les personnalités les plus connues dans le monde, etc. Et moi-même, dans les travers qui peuvent être les miens, j'étais étonné de voir que dans la liste, je crois dans les 5 ou 6 premiers, il y avait Xi Jinping et Jackie Chan. Et c'est là qu'on voit le poids finalement de la Chine, évidemment. Et que, en fait, quand vous avez des résolutions qui sont celles du Pakistan, parfois de l'Inde. Je ne parle pas dans cette résolution-là particulièrement, mais la résolution notamment qui avait eu lieu dans le fait que le conflit russe avait une certaine légitimité. Quand cela était soutenu par la Chine, l'Inde, le Pakistan, une partie de l'Amérique latine et la Russie, en fait là vous avez le monde. Or, l'écueil occidental est de croire que le monde c'est nous, alors qu'en réalité nous représentons une toute petite minorité, et que finalement le monde multipolaire est en train de revenir, et ça c'est très souhaitable, non pas encore une fois pour prêter allégeance à quelque puissance que ce soit, mais parce que c'est l'opportunité de ne plus être les vassaux, si on conduisait des politiques correctes, de l'impérialisme américain, mais de pouvoir construire une voie de paix, une voie française possible, où finalement la France retrouverait une position intéressante dans le concert des nations. Et pour la retrouver justement, elle aurait tout intérêt, une fois de plus, à sortir de l'Union européenne, qui l'enclave en réalité, puisque souvent on nous explique que sortir de l'Union européenne, c'est rester enclavé. Or c'est tout l'inverse, l'Union européenne aujourd'hui nous empêche d'avoir de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec l'Amérique latine, qui est le monde dans sa réalité, qui est le monde économique et politique de demain, et qui en réalité va nous laisser sur le carreau si nous conduisons effectivement pour des raisons purement idéologiques et hasardeuses qui ne servent que les intérêts de la classe dominante à continuer vers tout cela. Et finalement, nous pourrions avoir une voie française qui soit une voie républicaine, socialiste, humaniste, dans une diplomatie de paix et d'intelligence, notamment avec la Russie et la Chine. Ce serait d'autant plus profitable, et je crois d'ailleurs que, là encore, on voit bien que c'est simplement lié au matraquage et à la propagande scolaire et médiatique permanente, parce que, au-delà de ça, je pense qu'une très nette majorité des Français seraient d'accord avec ce discours-là et même aspireraient à ce que nous ayons une bonne entente avec ces pays plutôt que d'avoir cette politique belliqueuse et hasardeuse à la fois que nous connaissons actuellement. Malheureusement, le fait est que Macron est l'agent le plus parfait de la destruction de l'État-nation et ça nous l'avons souvent montré. En tout cas, je crois que ça nous montre encore une fois la réalité des rapports de force géopolitiques et à quel point la classe dominante nous mène dans le monde.